Bonsoir Tu veux tout le parler de monde. Musk? Yo 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 yo, comment ça va? C'est le podcast. Le retour. Nouvelle Bonsoir. semaine. Rendez-nous des énormes informations qui tombent ce soir. Du Non. jamais vu, les gens. Non. Du jamais vu. Non, mais une petite Jamais discussion. vous avez entendu des takes comme ça. Alors, tu vas nous parler de ton pull ou Bah écoute, cette fois-ci en vrai, j'ai jamais parlé de ce pull, même si c'est le pull que j'ai le plus mis en stream. Et franchement, voilà, shout out la couleur verte. Mon stream est sponsorisé par le vert et je pense que ce pull c'est le meilleur vert que j'ai jamais possédé, donc je suis très fier de ce vert. C'est mon côté irlandais. Ok, jingle. Il est pas un peu long le jingle? Non, c'est la longueur parfaite. Les gens apprécient pas suffisamment le jingle. Moi, je dis on cancelle toute la communauté là. Genre, il n'y a pas eu assez de love pour ce jingle. Il mérite 1000 fois plus de reconnaissance en fait. Là, on est d'accord, t'es en train juste de jouer à Risk of Rain actuellement. Comment tu sais? Ça se voit tellement. Quoi? T'as le Ça se regard, voit juste- t'as le regard complètement perdu. Ok, faut que je bouge ma télé. Ok, est-ce que je peux. Non, mais je suis en plein milieu d'un boss là. Attends, 2 secondes. C'est fou, regardez un peu ça. Je peux faire un podcast et jouer en même temps. Je parie que je peux le faire et que ça sera du bon contenu quand même. Bah dans ce cas, je mets pas ta vidéo, hein, parce que franchement, mec comme ça. Ok, c'est bon, j'arrête. Alors, J'arrête. Ouais, on devait parler de. Attends 2 secondes. C'est bon, j'ai arrêté. Oh. Ok. Tu veux parler d'Elon Musk ce soir. BPT, tu veux parler de l'homme le plus riche et le plus puissant du monde dorénavant, parce que en vrai, on va pas se mentir, Non, Musk non, est moi, techniquement président des US Moi actuellement. je voulais parler du fait que j'ai 2200 abonnés sur Blue Sky. Ah. C'est de ça que je voulais parler, ok? Bah justement, c'est un sujet C'est le même sujet. qui a un grand rapport, parce que Elon Musk a très peur de toi Littéralement sur le Blue même Sky sujet. actuellement. Non, 2300, pardon. Alors, ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a énormément, en fait, d'artistes, et notamment, bah, moi, je parle de mon compte, mais c'est pas mon compte bien fait pour tous, c'est mon compte de développeur indé, parce que je fais des jeux et tout. Et il s'avère que énormément d'artistes, de développeurs, de créateurs partent de la plateforme, sont partis massivement, non seulement sont partis, mais ont supprimé tous leurs tweets le 15 novembre, ou avant, parce que le 15 novembre, c'est la mise en place d'un nouveau contrat de TOS, Terms of Service, je sais pas, comment on dit Une nouvelle façon de piquer les informations des données des utilisateurs et d'entrer. Ouais, mais c'est comment on appelle Terms of Service en français? Les conditions d'utilisation, je crois. Voilà, les conditions d'utilisation de Twitter changent et leur permettent d'utiliser toutes les données envoyées dans des tweets pour entraîner des intelligences artificielles. Vous acceptez en fait, parce qu'il y a une différence entre ils ont volé les données pour entraîner leur IA et du coup en justice on sait pas encore quelle signification ça va avoir. Parce que en fait, il n'y a pas eu encore assez de cas de figure en justice où des gens ont attaqué en disant non, vous avez volé nos infos en entraînant, etc. Par contre, si en fait Elon Musk, s'il entraîne son propre modèle en se basant sur les tweets des gens après la mise à jour de ses terms of service, de ses conditions d'utilisation, il aura tous les droits de le faire. Parce que vous avez accepté les conditions d'utilisation et donc que toutes vos images, tout ça, vous avez dit oui, moi, si j'utilise cette plateforme, je veux bien donner toutes ces images pour qu'elles soient utilisées. Là, on est le 15 novembre aujourd'hui même. Alors, je sais pas si ça rentre en vigueur aujourd'hui ou demain, parce qu'on sait jamais quand c'est une date comme ça qui est donnée. Mais en fait, il y a eu une énorme exode d'artistes et j'ai vu, moi, des gens supprimer. Moi-même, j'ai supprimé tous mes posts que j'avais mis sur Twitter. Je crois qu'il y avait 5000 posts. Et j'ai vu plein de gens supprimer les leurs.
Et vu que les gens partent, du coup il y a plus grand chose à voir. Du coup ça commence à faire effet boule de neige parce que tu dis attends mais parce qu'en plus en partant les gens ils disent maintenant je serai sur cette plateforme là. Du coup tu dis attends mais tous les créateurs que j'aime bien ils partent sur cette plateforme là donc au moins je vais me créer mon propre compte là-bas. Et ça fait un peu effet domino quoi. Trop cool en vrai, c'est tellement stylé que les gens partent en masse, c'est vraiment. C'est le plus gros départ. On espérait que ça arrive et on se disait mais est-ce que vraiment, parce que c'est vrai que c'est super dur quand une plateforme a le monopole comme ça des utilisateurs de changer ça quoi. Et souvent c'est genre des modes qui vont le changer. Tu sais à une époque c'était MySpace, après Twitter, Instagram machin, après Facebook pardon, après Instagram. Et, et on se demandait genre est-ce qu'il faut attendre que ça soit juste plus à la mode et qu'un nouveau truc. Mais en vrai je pense que l'élection américaine ça a précipité ça. Ouais. Parce que l'ambiance sur Twitter est vraiment mais désastreuse sur plein de plans. Mais il y a aussi le fait qu'il s'est affiché publiquement. En fait, je voulais aussi parler de ça, je voulais parler du mythe de Elon Musk. J'aimerais qu'on reparle de la manière dont il était considéré avant et tout, ça serait intéressant. Mais juste pour spoiler, le mythe est tombé. Moi, le fait de le voir officiellement dans un rallye de Trump, je pense que il y a beaucoup de gens qui où tu pouvais plus dire non mais attends c'est une stratégie machin je sais pas quoi. Après il y a un ancien mythe qui est tombé mais il y a un nouveau mythe qui s'est créé quand il a fait le saut extrêmement élégant qu'il a fait sur scène et là vraiment c'est beau quoi, c'est juste beau, cet homme est beau. D'accord. Mais tu sais que moi j'ai gardé exprès tous mes tweets sur Twitter parce que je sais que c'est d'une façon conséquentialiste et utilitariste, c'est bon pour l'humanité d'entraîner des IA en se basant sur mes anciens tweets. Et surtout au niveau des images, sur mon selfie avec le t-shirt Macron, je pense que plus il y a de gens qui voient des images générées par IA entraînées sur cette base de données-là, mieux on s'en sortira quoi. C'est possible. Moi j'ai pas supprimé mes tweets de Bienfait pour tous non plus. Parce que je me dis bon. Parce que toi c'était vraiment le truc artistique où ils allaient littéralement choper ta puissance créative quoi, donc on est d'accord là-dessus. Ouais. Donc est-ce qu'on peut se rappeler un peu de alors on se remet dans l'imaginaire début 2010, ok. Début 2010, Elon Musk commence à faire parler de lui, enfin ça dépend, il y a des gens qui ont entendu parler de lui avant, des gens après, tu vois, mais dans ces eaux-là, on commence à dire regardez Tesla en fait, c'est incroyable parce que lui il a une stratégie, c'est que d'abord il fait des voitures de luxe pour essayer qu'il y ait un marché et après du coup une fois qu'il aura vendu des voitures de luxe électrifiées, il va pouvoir faire des petites voitures pour le tout un chacun, pas cher, maintenant que la technologie a été financée. Tu te rappelles de ça ou pas ? Ouais, bien sûr, c'était la campagne de com initiale de Tesla. Voilà. Après, ils avaient dit, ouais, mais regardez, ils lancent SpaceX, programme spatial. Le programme spatial n'existait plus, maintenant il existe grâce à lui. Alors que c'est toujours sur Mars. Alors que c'était toujours des fonds publics à l'époque, hein, puisque c'est juste que les fonds publics sont donnés à cette entreprise-là. Et il y avait aussi, et ça aussi, on n'en parle pas assez, mais il essaie de se faire une réputation en essayant d'apparaître dans des médias, dans des œuvres. Je me rappelle qu'il était apparu dans Big Bang Theory. Et dans Iron Man. Oui, j'allais en parler aussi. Il est apparu dans Big Bang Theory. Il est apparu dans Saturday Night Live. Il est apparu dans Iron Man. Et à chaque fois, il est genre, c'est le mec qui bégaye, mais qui est intelligent, qui a des bonnes idées et tout. Il a l'air vraiment bête, mais c'est parce qu'il a 200 de QI, en fait. C'est ça le concept. Donc, il essaie de se faire genre une réputation, etc. D'ailleurs, certaines personnes y ont cru, certaines personnes ont dit toutes les entreprises sont pas mauvaises. Regardez, il y a quand même Tesla qui est peut-être pas c'est fou quand même, des gens qui auraient cru. Il y a des gens qui ont cru, c'est fou. Et vraiment être bête, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, au début, c'était surtout des gens qui aimaient la technologie, etc., qui étaient derrière ça en disant non mais regardez quand même, c'est prometteur, c'est des technologies positives, etc. Puis il y a eu un shift parce qu'au fur et à mesure que les projets proposés technologiquement n'avaient absolument aucun sens, la base des gens qui écoutaient cette personne et avaient
avait considéré que cette personne était bien, etc., a un peu shifté vers des gens qui aiment le concept de technologie, tu vois, mais comprennent rien en fait. Ouais. Oui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a proposé deux choses. Ouais, voilà, j'aime Star Wars et Star Trek, tu vois, mais je sais pas trop comment poser une division. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a proposé Hyperloop, qui était censé être un tube à vide, c'est-à-dire que tu faisais le vide dans un tube qui va de c'était où? De Los Angeles à New York, à San Francisco? Ouais, 6 heures de route habituellement, et il voulait le faire en, je sais plus, genre 45 minutes ou un truc comme ça, avec Donc, des capsules à 600 km. Et il voulait faire un tube sur 600 km, c'est ça? C'est ça. Complètement à vide, c'est-à-dire que dans le tube, on fait le vide complet, et à l'intérieur, on met une sorte de train qui va faire le trajet. Et il a reçu énormément de financement. Il a reçu énormément de financement au lieu qu'un train soit construit. Il y avait un projet de train. Ouais. En fait, je me souviens très bien de cette histoire. C'est l'État de Californie, en fait, avait prévu depuis longtemps un gros projet industriel de faire un train haute vitesse, tu vois, comme on a dans des pays développés, comme la France par exemple. On a des TGV, en fait, nouveau concept inventé dans les années 70, mais bon. Les US sont toujours à la pointe du développement, hein, évidemment. Et donc, du coup, l'État californien voulait commencer à construire vraiment des trains grande vitesse équivalents, parce que là-bas, les trains les plus rapides, c'est genre les Amtrak à la côte Est, et ils sont extrêmement lents. Genre, ils vont à 150 km/h ou des vitesses comme ça, quoi. Et donc, le projet est en train d'être discuté, et c'est en train de passer des étapes de planification, de financement. Bien sûr, il faut prendre les terrains nécessaires et tout, c'est super compliqué. Quand t'es pas un État comme la Chine qui peut juste dire non, maintenant ça appartient à l'État, cassez-vous de là, c'est plus votre propriété. Donc c'était en cours, et bien sûr le projet Hyperloop est venu perturber tout ça. Parce que il a reçu des financements à la place, non, c'est ça? Je pense qu'il a reçu je pense que c'était principalement des fonds privés. J'avoue, je me souviens plus exactement s'il y avait des fonds publics, mais en tout cas, je me souviens que ça a contribué. En gros, il a dit attendez, parce qu'il a dit attendez, on pourrait faire ça à la place et ce serait hyper futuriste, ce serait meilleur. Il a utilisé la solution parfaite. Il a utilisé le sophisme de la solution parfaite. Il a dit le train serait pas mal, mais il y aurait peut-être un truc mieux, donc faisons pas le train. Attendons un peu, regardez le projet que j'ai moi. Voilà. Après, il y a eu un épisode des Simpsons qui avait déjà été fait sur. Je sais pas si t'avais vu l'épisode des Simpsons sur les monorails. Ah non, je l'ai pas vu. Sur les monorails. Non. À l'époque, j'arrêtais pas de dire, parce que c'était un vieux épisode, j'arrêtais pas de dire que c'était littéralement le mec du monorail des Simpsons, si vous avez la ref. Mais voilà. Et donc, c'est pas tout, parce que si c'était tout, ce serait trop marrant. Il a aussi proposé une autre entreprise qui s'appelait The Boring Company. Boring, ça peut vouloir dire ennuyeux, mais ça peut aussi vouloir dire creuser, forêt. Et le concept, c'était... C'est un petit rigolo, quoi. C'est un attendez, vous allez voir le concept. Le concept, c'était quand je suis en voiture, ma voiture, dans les transports, je peux être bloqué dans les transports. Des fois, il y a des bouchons. Donc, au lieu de être dans les bouchons, je vais creuser un trou jusqu'à ma destination. Et dans ce trou, il y aura un ascenseur qui permettra de faire descendre ma voiture dans le trou. Et une fois que la voiture sera dans le trou, elle sera transportée jusqu'à la fin du trou. Et elle ressortira de l'autre côté. Et ainsi, ma voiture aura esquivé tous les transports, les bouchons. Mais du coup, est-ce qu'on n'avait pas déjà ce concept? Parce que le métro, par exemple, c'était des tunnels avec des trains, enfin avec des voitures, mais les voitures sont sur des rails. Non mais le concept. Et du coup, les voitures sont les uns après les autres, et juste ils se déplacent tous en même. Non, on peut pas faire un. Ah mais juste le fait que ce concept, pendant 4 millièmes de seconde, les gens aient trouvé logique ce concept, ça me fait peur, parce que t'es littéralement en train de dire il y a trop de voitures sur la route, qui est une route à 6 ou 10 voies, j'en sais rien. Et maintenant, nous allons créer une voie unique dans laquelle il y aura un temps de chargement des voitures pour aller dedans, et elles pourront se déplacer qu'une par une dedans. Et ça va régler le problème.
C'est très drôle. C'est Mais littéralement en fait, les. C'est marrant parce que Attends, dans les deux cas. c'est les libertariens qui proposent les hélicoptères en fait. Pour quand il y a des embouteillages, tout le monde prend un hélicoptère. Excellent. Non, mais dans les deux cas, dans l'Hyperloop et dans le Boring Company, ce qui était cool, c'est que s'il y a un truc qui va pas dans le système, t'as à peu près garanti de tuer à peu près tout le monde. Parce que dans le cas de Boring Company, tu vois, il n'y avait même pas de tunnel d'évacuation prévu pour s'il y avait un feu ou un problème logistique, tu sais, comme ça arrive genre ultra régulièrement dans n'importe quel tunnel. En plus, ils voulaient faire le tunnel. L'argument principal, c'était en fait, ça va coûter moins cher. Parce qu'au lieu d'avoir des. Tu sais, quand tu creuses des tunnels, tu prends une énorme machine avec un élément rotatif, avec des diamants qui creusent dans la roche et tout. Enfin, c'est un truc de fou. Et ils voulaient juste creuser des tunnels, mais genre la moitié du rayon. Et donc le tunnel allait être pile assez grand pour qu'une voiture taille réglementaire passe dedans. Et c'est comme ça que ça allait soi-disant économiser parce qu'il y a moins, logistiquement, de matière à retirer, le chantier est moins ambitieux, quoi, parce que c'est un plus petit tunnel. Mais du coup, aucune sécurité dans ces tunnels, et c'est pour ça qu'au final, ça n'a même pas été autorisé, parce que c'était juste complètement invraisemblable. Et dans l'Hyperloop aussi, tu meurs à peu près garanti s'il y a un problème, parce que tu es littéralement dans une capsule entourée de vide, sur une longueur de 600 km. Donc si tu as un trou, par exemple, à un seul endroit, qui se perce, et bah, tu as tout l'air qui rentre dans le vide. Tu crées une onde de choc d'air qui traverse littéralement de San Francisco à Los Angeles et qui tue 100% des gens dedans parce que les capsules une à une se rentrent dedans. Et enfin bref, c'était... En vrai, moi j'admire l'arnaque parce que quand même, il faut du talent pour faire les renders 3D et convaincre des investisseurs de mettre des centaines de millions là-dedans d'argent qu'ils vont jamais retrouver. Pour qu'au final, on rappelle, est-ce que tu sais c'est quoi l'état actuel de l'Hyperloop ou pas? Non. Maintenant, il y a un concours annuel Hyperloop en Californie où des étudiants de diverses écoles supérieures, genre Harvard, Stanford, etc., font une compétition pour faire déplacer un petit véhicule dans un tunnel, mais en fait, c'est même pas un véhicule sur rail ou quoi. Et le tunnel n'est pas un vide. Le tunnel est genre un peu pression un peu plus basse que l'atmosphère, d'accord? Ouais. Et le véhicule, il est sur roue. Genre, c'est juste une sorte de mini-véhicule électrique avec 4 roues qui se déplace dans un tunnel. Et ça arrive c'est un projet d'étudiant, c'est marrant, mais... Ouais. Mais du coup, ouais. Et pour le Boring Company, l'état actuel le dernier truc dont je me rappelle qui a été communiqué, c'était... Ils avaient fait un tronçon officiellement et ils l'ont démontré dans un événement. Et c'était juste un tronçon, et en fait les voitures, vu que le tunnel était vraiment vraiment pile poil à la taille, les voitures allaient à 2 à l'heure dedans, et c'était uniquement prévu pour des Tesla, parce que les autres voitures du coup n'étaient pas à la bonne taille ou ne pouvaient pas faire le truc automatique dedans, je sais pas quoi. Et ils avaient mis des LED RGB pour faire genre c'est futuriste et tout, mais non, il y avait... C'est vraiment le gamer 2016 qui décore sa pièce de gaming, quoi. Oui, ils avaient fait un événement autour de ça, tout le monde était en mode d'accord, bah j'avais l'impression d'aller à un car wash en fait. C'était ça mon... Ouais, donc énorme flop, hein, 2 énormes flops de Musk, mais il ne s'est pas arrêté là parce que quand même aux États-Unis, pays de la liberté et du capitalisme, plus tu flops, plus tu montes l'échelle sociale et tu t'enrichis. Et autour de ça, je rappelle quand même, il faisait des attrapes couillons en mode je vais vendre un lance-flamme. Okay, tu me voles mes termes maintenant. Oui. Okay. Attrape couillon, j'en marque. Il avait fait soi-disant un lance-flamme. Et il a fait plein de petits produits. Il avait fait plein de petits produits comme ça qui étaient juste pour que sa fanbase lui donne plein d'argent sans aucune raison. En fait, c'était juste il a pris, vous savez, le truc pour brûler les herbes mortes. Il a mis une coque en plastique autour pour dire regardez, c'est un lance-flamme. Il l'a vendu. Si j'avais des millions de tech bros pas très intelligents qui me suivaient, je capitaliserais aussi sur sur l'audience, hein. Je sais pas. Bref, tout ça pour dire
ils ont à partir de ce moment-là, moi ça m'apparaît parce que j'avais un doute avant parce que je connaissais pas du tout la personne. Il y avait quand même les entreprises Tesla et SpaceX, etc. Donc c'était pourquoi pas, peut-être c'est bien. Mais à partir de là, il y a eu plus aucun doute. C'était genre ok, ben en fait j'ai l'impression que Tesla il a repris l'entreprise, SpaceX il y a des vrais ingénieurs qui y travaillent et j'ai l'impression que tout ce qu'ils proposent ça a l'air d'être des rêves de mecs qui aiment la tech et qui a juste l'argent qui permet de faire un peu n'importe quoi avec. Et ça se confirme assez bien d'ailleurs. Parce que les récentes propositions qui viennent de lui, dont on sait que ça vient de lui, tu vois, le input vient de lui, bah ça a été par exemple le Cybertruck, où il s'est dit oh tiens c'est bizarre que quand on marche dans la rue, on n'a pas l'impression d'être dans le futur alors qu'on est censé être dans le futur. Donc je vais créer une voiture pour qu'on ait l'impression d'être dans le futur. Et j'adore le fait que la personne n'est pas capable de se rendre compte que ce que lui considère être le futur n'existe pas. Il n'y a pas de concept d'un futur qui doit se réaliser dans lequel les choses doivent ressembler comme le futur, en fait. Et que ce qu'il appelle le futur est en fait du rétro-futurisme, c'est-à-dire c'est la vision futuriste que les gens avaient à son époque. Ouais. Et donc c'est pas du tout le futur. En fait, le futur, quand on le découvre, en fait, on le crée. Et en fait, le futur, c'est pas des voitures angulaires qui peuvent très facilement causer la mort à l'impact de toute personne ou de tout objet qui se présente devant, en fait. En fait, le futur, c'est... En fait, on a découvert que le futur, c'était quand tu respectes pas les régulations de déformation des matériaux dans la voiture pour sécuriser les passagers en cas d'impact. En fait, c'était ça le futur. C'était plus de morts sur la route et plus d'enfants tués parce qu'on voit pas le devant de la voiture. Ah oui, le capot, il est haut. On n'a même pas parlé de Neuralink. Mais je crois qu'on va même pas en parler. Ça, c'est trop sombre pour le podcast. C'est trop sombre, on va même pas en parler. Parce que Google Neuralink, Google CIA, Torture Sites, etc. Non, mais il y a vraiment eu des corps d'animaux où le truc a pas du tout marché. Enfin bref, on va pas en parler. Mais du coup, pour quelqu'un qui connaît pas du tout Neuralink et qui a entendu ça... En vrai, c'est une bonne description. Je pense que c'est un peu la seule issue qu'ils ont réussi à faire, c'est de tuer des singes, quoi. Je sais pas. Et on était sur quoi ? Ouais, du coup, maintenant, il est au département. Il est au gouvernement américain. Doge, mec. Doge. C'est marrant. C'est un mème de 2004. Il fait aussi. Non, c'est une manipulation du marché de crypto-monnaie, en fait, depuis le début. Il fait de la manipulation des cours au calme. Enfin, bref. Soi-disant, j'ai entendu dire que ce qu'il faisait. Ceci n'est pas un conseil financier. Non, mais il y a aussi le fait que ouais, là il va s'occuper de par exemple diverses agences de régulation des normes environnementales, de normes enfin pas environnementales, pardon, sur l'industrie. Ouais, la probabilité qu'il y ait un conflit d'intérêts est très très élevée quand même. Ouais. C'est littéralement juste un conflit d'intérêts. C'est juste un conflit d'intérêts humain. C'est un conflit d'intérêts Le département du conflit d'intérêts, en fait. C'est là qu'il a été assigné. Puis il possède Twitter. Aussi, on n'a pas parlé du fait qu'il avait racheté Twitter et qu'il possédait une plateforme énorme. Enfin bref. Après, il y a beaucoup... En fait, Musk, c'est compliqué parce que si tu veux juste énumérer les choses catastrophiques qu'il a dites, qu'il a faites, etc., tu n'arrives pas parce que chaque jour, il essaye de rendre la liste. Ouais, on n'a même pas parlé des accusations de comportement sexuel bizarre. Ouais. Je sais pas comment. Il aurait proposé un cheval contre service sexuel à une hôtesse de l'air, à ce qui paraît. J'ai pas très bien apparemment, compris. Il a carrément sorti J'ai pas très bien compris. Son sexe devant elle, sur un avion. Soi-disant. Accusation. Mais on croit les victimes ici, donc... Non, parce que, bon... C'est une catastrophe. Après, il n'y a absolument rien de surprenant. Enfin, je veux dire, le gars pris en photo avec des proches de Jeffrey Epstein parmi tous les cercles les plus sombres des États-Unis. Bref, le mythe, pour moi, quelqu'un qui aujourd'hui est encore fan de Elon Musk premier degré, c'est un
énorme red flag. Je pense qu'à ce Non, mais stade. tu sais que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les seules personnes fans de lui qui restent, c'est des ultra-conservateurs, c'est des droitards, des incels bizarres sur Internet et tout. Parce que, en fait, justement, la situation de mauvaise conduite sexuelle, l'accusation, là, juste avant ce moment-là, en fait, parce que ça va être un peu le premier truc. C'était en quelle année cette accusation? Je pense que Il y c'était a en. 2-3 ans. Alors, les faits datent de 2014 apparemment, mais c'est sorti. Mais quand c'est sorti, c'était il y a 2-3 ans. Ouais. Ouais. Et donc, ce truc-là, juste avant que ce truc-là sorte, genre, je pense le jour d'avant, littéralement, je pense qu'il avait été mis au courant que un article allait sortir là-dessus. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à dire publiquement son soutien aux républicains. Ouais, il a fait un Donc, je tweet pense qu'à ce bizarre où il a moment-là, dit je suis plus démocrate ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Je quitte la gauche. Et donc, en fait, je pense, moi, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est que il s'est rendu compte que sa fanbase actuelle de tech bro californiens qui peuvent potentiellement, pour une certaine part d'entre eux, être progressistes, même si, bon, pas forcément, mais tu vois, il avait cette image un peu de, Ouais. un peu comme Steve Jobs, tu vois. Je suis un sorte d'évangéliste Ouais, pro-tech. les gens qui disaient dit qu'il est. c'est Tony Stark dans la vraie vie. Ouais, c'est le Tony Stark IRL. Je suis là pour vous sauver du changement climatique, pour vous amener sur Mars. On va faire évoluer l'humanité à un stade, tu vois, une sorte d'optimisme Ouais. et de progressisme sur ce truc-là. À ce moment-là, il s'est rendu compte, non mais mon image publique, ça a pu être possible. Et du coup, il s'est dit, bon, bah maintenant, les seules personnes qui vont pouvoir me soutenir, vu les choses qui vont sortir sur moi et les positions que je vais prendre publiquement pour défendre mes intérêts, bah ça va être les gens qui sont globalement, qui n'ont pas trop de problèmes avec ne pas respecter le consentement des femmes, défendre les personnes agresseurs sexuels, etc. Ouais. Et ça va être plus prépondérant chez les conservateurs, hein, techniquement, Et politiquement, donc ouais. Et du coup, comme toute la droite américaine, au final, il s'est juste mis derrière Trump pour accéder au pouvoir, quoi. Mais c'est vraiment, je sais pas s'il y a déjà eu un cas d'un milliardaire comme ça qui participe à une campagne politique où c'est aussi transparent Ouais. que sur la campagne Trump bis là. Hein. Faut vraiment imaginer que c'est littéralement comme si Bernard Arnault allait au meeting de Macron. C'est l'équivalent. Bernard Arnault va au meeting de Macron, Bernard Arnault choisit le premier ministre de Macron parce que Musk était dans un appel avec Trump. Et tu veux dire qu'on apprend publiquement que Bernard Arnault choisit le premier ministre de Macron. Ouais, c'est Ce ça. serait ça là. Oui, c'est ça. C'est le côté où le public est au courant. Où on le sait, quoi, tu vois. Ouais. Et t'as des faits complètement lunaires sur cette campagne. Beaucoup de gens ont vu ce truc-là. C'est le truc où il a fait une sorte de tombola où il organisait un événement où il donnait $1 million à une personne choisie au hasard. Et maintenant, sa défense légale, parce qu'il se fait attaquer en justice pour ça. Et sa défense légale, c'est de dire en fait la personne n'était pas choisie au hasard. Donc en fait, c'est de dire c'était un scam. Et tout ça pour soutenir la campagne de Trump en Pennsylvanie. Et il a fait un don de $77 millions à la campagne de Trump à travers un PAC, un Political Action Committee. Juste pour que vous soyez au courant, c'est à peu près. Juste pour que vous soyez au courant, c'est à peu près 4 fois le montant de d'une campagne présidentielle française. Hein. Voilà, c'est juste. Donné par un individu. Donné par un individu, cash comme ça. Ouais. Apparemment. Hein. On dit apparemment puis toutes après, les phrases. Tout le rachat de Twitter et le biais conservateur qui a été je rappelle que s'il n'y avait pas eu ce rachat de Twitter, et je crois qu'on se rend pas compte l'influence du rachat de Twitter dans l'élection américaine, parce qu'on se dit oui, Twitter, de toute façon, on s'en fout, etc. Non, en fait, il y aurait eu une élection dans laquelle Trump aurait été banni de Twitter. Trump n'aurait pas eu accès à Twitter pendant l'intégralité de l'élection si Elon Musk n'avait pas racheté Twitter. Puisque Trump avait été banni de Twitter pour des raisons totalement justifiées. Je crois qu'il avait fait un appel à la violence ou un énorme trouble. Alors, je sais plus pour quel truc il avait été c'est banni. Trump, ouais. Bon, après, il y avait des raisons de le bannir de toute façon depuis le début. Il y a quelqu'un qui avait dit une fois, mais attendez, ce qu'il vient de dire, un autre pays, c'est pas littéralement un appel
Parce je crois qu'il avait. Oui, il avait dit à l'Iran que. Non, je crois que c'était la Corée du Nord où il avait dit genre. Nous allons vous envoyer une bombe et détruire tout le monde, je crois qu'il avait dit ça. Et il avait dit à l'Iran, on va bombarder tous vos sites culturels et tout détruire. Et alors, c'est intéressant parce que quelqu'un m'a dit, parce que là on reparle du coup de Twitter, il y a eu, là actuellement il y a c'est le plus d'utilisateurs qui sont partis de la plateforme depuis que Elon Musk possède la plateforme, c'est ces derniers jours. C'est l'événement qui a fait partir le plus d'utilisateurs, c'est à la fois le changement des conditions d'utilisation comme je t'ai dit, et aussi comme tu disais la dynamique des élections où les gens se disent mais attends mais je vais rester sur ce truc qui appartient au mec qui a fait gagner Trump et qui aujourd'hui a été choisi genre non là c'est trop, tu vois, genre c'était là en mode bon On se demandait en fait à quel stade, genre qu'est-ce qui serait nécessaire pour que les gens commencent à partir, quoi. Et je pense qu'on a la réponse du coup. Et du coup, quelqu'un m'a demandé, mais il est pas, il se remet pas en question du fait que les gens partent. Il veut pas essayer que moins de gens partent. Vu que les gens partent, il va pas changer de comportement, etc. Bah non, il s'en fout complètement. Qu'est-ce qu'il en aurait à faire? Et c'est marrant parce que ça me rappelle aussi ce que t'avais dit en stream là où je sais plus c'était sur quelle personne où quelqu'un t'avait dit oui mais finalement ça marche pas la politique. Je crois que c'était Macron ou le gouvernement de Macron. Où t'avais dit la politique, mais elle marche pas en fait leur politique. Et toi t'avais dit bah elle marche pas si leur but c'était de faire fonctionner l'économie. Ouais, c'est ça. Là c'est pareil. En fait quand on dit oui mais regarde sa stratégie marche pas parce que les gens partent de Twitter. Si son but c'était que Twitter ait du succès et que les gens ne partent pas, ce serait un échec. Mais je pense pas que ce soit son but. Je pense que son but c'était de posséder Twitter et de l'utiliser comme un outil pour influencer à grande échelle. En plus, c'est un grand classique des grandes fortunes et des fonds capitalistiques hein, de racheter des entreprises et de les détruire à petit feu pour diverses raisons. Par exemple, en vendant les actifs. Enfin, c'est des trucs. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant de ça, hein, de la propension qu'ont beaucoup d'acteurs de l'économie à juste en fait détruire des business existants, détruire des structures. Ouais, je vous rappelle que quand vous avez ces montants-là, en fait, c'est un détail. C'est-à-dire que même, alors lui, il avait, je crois que sa fortune s'élevait à 200 milliards et il a dépensé 40 milliards pour acheter Twitter. Non, alors, mais c'est pas une vraie fortune parce que c'est des actions. Ouais, non, mais c'est pas grave parce que l'achat de Twitter non plus, c'était pas une vraie fortune puisqu'il a fait un prêt avec d'autres investisseurs dedans et tout. Enfin bref, c'est pas grave. Mais tout ça pour dire que il faut imaginer avec votre capital, déjà si vous en avez un, ce serait un quart de votre capital. Donc c'est comme si vous hypothéquiez un quart de votre propriété que vous avez actuellement et que vous utilisez ça pour faire un truc. Juste, cette personne est un humain qui existe et dans sa tête, lui, son capital, c'est 200 milliards de dollars. Et du coup, les 40 milliards de dollars, il y pense comme si vous pensiez à un quart de votre bien. Tu vois ? C'est vrai, c'est juste complètement inimaginable. Donc tu dis oui, oui, je prends un quart de mon bien, c'est pas grave de toute façon. Alors c'est pire que ça parce que c'est un quart de son bien, mais si votre bien, c'est votre maison, c'est même pas la même analogie. Parce que lui c'est pas sa maison. Les 200 milliards. Lui, il a sa maison, il a sa vie, il a son truc, et en plus, il a 200 milliards, tu vois. Donc imaginez un capital c'est-à-dire vous avez de l'argent, imaginez, hein, parce que je pense que c'est pas le cas, mais vous avez de l'argent qui ne fait pas partie de votre maison, vos investissements court terme, machin, etc. Et c'est un quart de ça. Et c'est comme ça qu'il imagine le truc. Donc s'il le perd, franchement, je pense qu'il s'en fiche en fait. Ouais, non, c'est complètement fou. Mais bon, après, il y a un truc bien quand même sur Elon Musk qu'il faut quand même rappeler, parce que je trouve qu'on est un petit peu biaisé là, à cracher dessus et tout. Il y a un truc bien avec lui, c'est quand même un impact positif qu'il a eu. Il a démontré. Je sens la blague arriver là. À quel point on n'est pas dans une méritocratie et à quel point les gens qui croient à une méritocratie, qui croient que les gens tout en haut du système, qui gagnent le plus d'argent, qui ont le plus gros patrimoine, qui ont créé le plus de business, je sais pas quoi, en fait, font des trucs super pour l'humanité. C'est pour ça qu'ils sont hyper riches et hyper puissants et ont des sommes qui équivaut à des budgets d'un État développé entier, quoi.
C'est voilà, petit impact positif quand même de Elon Musk sur ce terrain-là. J'espère quand même qu'il y a des T'as gens qui ont cherché, été. hein, t'as cherché pour, pour trouver un impact positif. Bah écoute, on n'a même pas parlé de sa fille trans qui le ratio sur Twitter dès qu'il ment sur elle et qu'il la met genre, etc. Qui a dit officiellement je veux plus jamais avoir entendre je veux plus jamais être lié de toute ma vie à mon père. Genre, c'est ça Bah c'est de fou en vrai. Hein. le point de vue de l'enfant quoi. Tu te souviens qu'il avait nommé un de ses enfants Non mais ça sert à XAE? rien, ça sert à rien. Viens on va pas là-dedans, ça sert à rien. Je me demande comment va cette personne. Mais voilà, mais C'est trop triste. du coup je pense que ça y est, on a fait le tour de cette personne. Il y aura plus aucun moyen de sauver l'honneur, genre de dire non mais attends regarde Tesla machin, genre c'est fini, genre c'est bon, on passe à autre chose. Si vous avez envie d'aimer la technologie qui est proposée par les entreprises qui sont possédées par Elon Musk, il y a aucun problème. Donnez le crédit de cette technologie aux employés de ces entreprises qui font souvent du bon taf. Et arrêtez-vous là quoi. Ne tombez pas dans. C'est fini. Je pense le culte Elon Musk est terminé et on peut passer à autre chose. En fait, c'est ça l'approche saine à la technologie. C'est juste ce que je sais qu'il y a des gens après qui vont dire ah ouais mais les fusées, c'est quand SpaceX ils font la fusée réutilisable qui atterrit Ouais. et tout. On n'aurait pas le droit d'être impressionné par ça technologiquement. En fait, bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est très impressionnant. Il y a plein de choses. Les Tesla, il y a eu certaines choses impressionnantes. Bon, même si, mon avis à moi, c'est genre, si tu veux une voiture électrique, juste prends une Renault Zoé, tu vois. Mais ça, c'est une autre question. Mais même les robots récemment, là, je l'ai dit en stream tout à l'heure, mais d'ailleurs, il y a un débat sur les robots, mais je sais pas si tu veux parler de ça, mais si tu veux, on en parle. C'est quoi le débat sur le robot? Attends, mais je finis sur le truc de la technologie. Vas-y. Vous pouvez être admiratif de tout ça. Et justement, en fait, tout le truc, c'est de décorréler les technologies elles-mêmes, ce que réalisent ces entreprises-là, et le mythe de l'homme parti de rien, parti de zéro, entrepreneur, génie, qui invente tout, qui est une sorte de scientifique fou, mais en même temps un businessman. Mais en même temps, c'est lui qui a les idées pour toutes ce qui se passe dans la boîte. Voilà, c'est ça. Et avec d'autres personnes, ça marchait mieux, tu vois, parce que quand c'était Steve Jobs, l'équivalent de ça à l'époque, ça marchait mieux parce que le mec il y avait des trucs bizarres qu'il faisait, il avait des critiques et tout, mais c'était clairement, ça avait absolument rien à voir avec Elon Musk. Et il était plus impliqué d'ailleurs dans ce qui se passait dans l'entreprise Apple. Mais voilà. Là, je sens que les gens quand même sont de plus en plus en train de se dématricer. Donc c'est quoi le truc du robot là? Vas-y. Ouais, alors moi j'étais en train de dire, les gens me demandaient est-ce que tu pourrais avoir une relation. Parce que bon, bref, le dernier événement de Tesla, il y a eu des robots qui ont été montrés, ok? Les robots, comment ils s'appellent déjà? C'est pas. Optimus. C'est inspiré de. Ouais, Optimus, voilà, Optimus. Robot humanoïde, du coup, robot humanoïde, ils l'ont montré en train d'interagir avec des gens, en train de verser un cocktail pour quelqu'un, etc., le servir. Et donc, on est parti sur une discussion avec le chat, et le chat est en train de me dire, en fait, ça peut être viable d'avoir des interactions sociales et d'avoir genre une vraie relation sociale avec un robot, voire une relation romantique et tout. Après, c'est parti dans les délires de robots sexuels et tout. Et moi, j'ai cringé de fou à ça. Ouais. Et j'ai répondu au chat que je croyais pas que les humains pourraient avoir une relation sociale, voire plus romantique, etc., avec un robot humanoïde. Et parce qu'en fait, il n'y aurait pas la même intentionnalité que ce que tu as quand tu as une relation avec un humain. Et donc, parce que les gens sont partis vraiment loin, ils m'ont dit, mais sur le long terme, en fait, tu pourrais avoir un ami, tu pourrais avoir un partenaire robot avec une IA dedans et tout. Et moi, j'ai rejeté complètement ce truc et je les ai insultés. D'accord. Très concrètement. Donc la question c'est, est-ce que ça pourrait être possible ou pas quoi? Ouais. On parle à quelle échelle de temps là? On parle sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? J'en sais rien. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit que dès aujourd'hui,
la personne parle à un chatbot, genre lui pose des questions par exemple sur des problèmes psy ou sur des questions de santé mentale ou même de relations avec son entourage et tout, genre ChatGPT, tu vois, et ChatGPT lui répond des trucs assez pertinents et la personne me dit que j'ai une meilleure expérience avec ce chatbot qu'avec un psy professionnel à qui j'ai parlé pour m'aider sur des problèmes comme ça. Ouais, enfin ça c'est genre un point de données. Anecdotique. Ouais. Le truc c'est déjà faut savoir que actuellement la manière dont fonctionne l'entraînement les modèles de langage, c'est la recherche de la satisfaction de l'utilisateur. Le but et la question qui est posée enfin j'ai lu pas mal d'explications de comment chaque modèle était entraîné. Et ce que j'ai lu, c'était on regarde si la réponse satisfait ou non l'utilisateur. Donc l'utilisateur va répondre est-ce que je suis satisfait ou non par cette réponse. Il n'est pas regardé est-ce que la réponse est valide, il n'est pas regardé est-ce que la réponse ressemble à celle d'un humain, il n'est pas regardé est-ce que la réponse est cohérente ou correspond à ce que quelqu'un aurait dit. Donc à partir de là, l'entraînement actuel mène donc on rappelle ce qu'est un modèle de langage. C'est un modèle prédictif qui ne fait que prédire les prochains mots d'une phrase ou d'un texte. Donc actuellement, si on prend le modèle existant des modèles de langage, c'est juste un prédicteur de mots qui a été entraîné pour avoir l'impression que lui-même est une intelligence artificielle. Mais lui, il n'existe pas, hein, c'est juste... en gros le texte commence avec... Je schématise. Hein. Le texte commence avec ceci est la discussion entre un utilisateur et une intelligence artificielle. L'utilisateur dit 2 points. J'ai des problèmes dans ma vie. Est-ce que tu peux m'aider? L'intelligence artificielle répond 2 points et on lui demande est-ce que tu peux prédire la suite de ce texte? Ok. Et là, les mots sont prédits par l'entraînement du langage où on a dit il faut que chaque mot, il faut que tu apprennes à donner les mots pour que ça satisfasse l'utilisateur. C'est comme ça qu'a été entraîné, qu'a été créé tout ça. Il n'y a pas en fait une réflexion, c'est-à-dire il n'y a pas une intelligence artificielle actuellement où l'intelligence artificielle va analyser ta phrase et va avoir une réflexion comme nous on pourrait l'imaginer, avec une conscience, avec des questions personnelles en se disant est-ce que si je lui réponds ça, peut-être il va me répondre ça, etc. Il faut pas non plus fermer les yeux sur la possibilité de l'émergence de ce type de raisonnement là dans la complexité du réseau entraîné pour faire la prédiction du texte, bien sûr, mais en tout cas il n'y a pas intentionnellement ce type de fonctionnement. Et si ça émerge, ce serait très primitif. Et il y aurait pas de boucle de réflexion de toute façon, parce que chaque mot est généré, ou alors il faudrait faire des systèmes comme certains nouveaux systèmes proposés. Là, ils sont en train de travailler là-dessus, justement, de essayer de les faire réfléchir, puis de prendre la réflexion comme input supplémentaire au truc. Alors. Là, tu as décrit vraiment en détail le fonctionnement, ce qui se passe, le fonctionnement de la technologie et ce qui se passe. Mais si au final, ce truc-là, ça donne comme résultat que quelqu'un pose des questions et a une réponse qui est assez actionnable. Non, la réponse, après, du coup... là, il faut faire très attention parce que la réponse aura pour but de satisfaire l'utilisateur. La réponse, on ne peut pas... Attention, parce que du coup, on ne peut absolument pas faire de conclusion sur la réponse qui est donnée, que ce soit sur le terme de est-ce que c'est utile pour l'utilisateur, que ce soit sur est-ce que c'est positif pour l'utilisateur, que ce soit sur est-ce que c'est cohérent, est-ce que l'information est valide. Toutes ces choses-là, il n'y a aucun moyen de garantir quoi que ce soit. La seule chose qui est garantie, c'est nous essayons de maximiser la satisfaction de l'utilisateur en se basant sur l'entraînement qui a été fait. Donc si ce qui a satisfait l'utilisateur jusqu'à maintenant, c'était de voir des informations cohérentes et positives pour lui, et que les utilisateurs qui ont répondu lors de l'entraînement sont des utilisateurs qui sont hautement basés, c'est-à-dire que c'est des utilisateurs qui vont ne répondre par la satisfaction que à des commentaires positifs pour eux sur le long terme. Dans ce cas-là, oui, peut-être, mais la vérité, c'est que non, c'est pas du tout comme ça que les gens perçoivent les choses. Les gens sont satisfaits en entendant des sophismes.
Les gens peuvent être satisfaits en entendant des sophismes, c'est-à-dire beaucoup de gens vont être satisfaits d'une réponse incorrecte si jamais elle est dite de manière assez assertive. Si je te dis de manière très très assertive quelque chose, tu peux être satisfait de la réponse. Par exemple, vas-y, demande-moi la taille d'un astre. C'est quoi la taille de Pluton? Ça fait 26 834 km de diamètre. J'étais convaincu. Si je te dis ça comme ça, boum. Et après, j'ai été entraîné pour satisfaire l'utilisateur, et l'utilisateur est plus satisfait si j'explique que je rajoute un petit détail. C'est d'ailleurs la 8e planète du système solaire. Tu vois, un petit truc comme ça. Et du coup, ça donne l'impression. Alors, pour la plupart des données, ce sera la vraie information qui va être donnée. Pourquoi ? Parce que le langage prédictif, le langage a été entraîné sur assez de données pour que la prédiction te donne cette réponse-là, puisque c'est ça qui a été vu dans le plus de documents possibles, tu vois. Ah oui, la circonférence de Jupiter, je l'ai vu dans plein de trucs, donc la prédiction va donner la bonne circonférence. Mais sur des données qui sont soit peu souvent dans les ensembles de données, ou sont fausses dans les ensembles de données, ou sont inexistantes dans les ensembles de données, tu vas quand même avoir l'intelligence artificielle, le modèle de langage, qui va te donner une réponse dont le but est de te satisfaire. Même s'il a pas la donnée, il va essayer de te satisfaire. Okay. C'est très rare qu'ils te disent j'en sais absolument rien, bonne journée. La plupart du temps, il va te répondre quelque chose même si ça n'existe pas. Donc du coup, tu pour cette personne qui dit ça, tu dirais peut-être prends un peu de recul, fais attention, ne crois pas, enfin ne considère pas ça comme la vérité ou comme un truc à prendre en compte avec beaucoup de crédibilité, quoi. C'est Ok, je vois. Et du coup, pour répondre à la question plus long terme, parce que là c'est vraiment que les technologies actuelles. Ouais. Mais genre imagine long terme, t'as un robot humanoïde hyper réaliste, enfin voilà le truc comme dans la série Les Hugo, là, je sais pas si t'avais vu cette série. Alors, vu qu'on a changé de sujet, j'en profite pour rappeler, parce qu'on doit le faire, je rappelle le concept. Nous, on fait une discussion sous forme de podcast pendant toute l'émission. On vous voit hein, dans le chat, donc ce podcast est aussi transmis en live. Mais du coup, on reste concentré sur les discussions qu'on a ensemble, etc. Donc, on répond pas forcément. Par contre, on a tout un segment questions-réponses à la fin de l'émission où vous pouvez nous forcer à parler d'un sujet en soutenant l'émission. Donc si vous soutenez l'émission, vous pouvez poser les questions directement là-bas. Et bah déjà, ça nous fait plaisir, vous permettez à cette émission d'exister. Et en plus, ça nous envoie des fois, donc des fois on part très très loin sur certains sujets. Des fois, on sait pas lancer des trucs vraiment. Des fois, on sait pas répondre. On vous dit, on va faire des petites recherches. On vous en reparle la semaine prochaine et tout. C'est toujours sympa. Mais il y aura une réponse garantie à un moment, à chaque question. Donc, n'hésitez pas à passer là-bas et soutenir le podcast en posant votre question. Voilà. Non, en fait, c'est pas optionnel, juste c'est une obligation à ce stade. Donc ouais, on reprend. Tu disais donc sur le très long terme. Sur le long terme, tu vois, parce que moi je suis désolé, mais j'arrive juste pas à m'imaginer, genre, tu me dis, en fait, dès lors que je saurais que ce que j'ai en face de moi, c'est un robot, quoi, c'est pas un humain, même si le truc a l'air le plus possible d'un humain et arrive à m'arnaquer au plus haut degré, j'aurais un truc, j'arrive pas. Je sais, j'ai regardé tellement de films de SF où justement. Mais là, il va y avoir un problème. En fait. Faux, parce que tu sais, dans Deus Ex Machina, il développe une relation, dans Her, dans plein de trucs. Mais dans la vraie vie, ça me paraît juste n'importe quoi en fait. Il va y avoir un problème. Et le problème, ça va être qu'il va y avoir une crise existentielle à l'échelle de l'humanité, dans laquelle on va créer des choses qui seront assez avec des compétences de réflexion similaires à celles d'un humain, et on va devoir se poser les questions que tu poses là actuellement, mais sauf qu'on sera obligé de se les poser non seulement à l'échelle individuelle mais aussi à l'échelle des gouvernements, parce jusqu'à maintenant on arrive les gouvernements arrivent à faire passer le fait qu'il y a un génocide sur les animaux, juste en disant non mais regardez, en fait c'est pas des êtres conscients parce qu'en fait ils peuvent pas parler, donc on s'en fout.
Le fait est que là, ce sera un truc qui pourra parler. Si jamais quelqu'un décide, il suffit que quelqu'un décide de fournir les capteurs suffisants à un truc comme ça qui est potentiellement doté de conscience pour que ce truc-là puisse ressentir ce que certains aiment appeler des qualia, c'est-à-dire avoir une expérience de la vie avec plusieurs sens dont on ne peut pas connaître nous-mêmes on peut pas se mettre à sa place et connaître cette expérience-là. Ce qui est déjà le cas entre humains, hein. C'est-à-dire que moi je sais pas comment tu ressens le fait de voir un lever de soleil par exemple, tu vois. Je peux pas le savoir. Il y a que toi qui ressens ça. Mais par contre tu peux le ressentir parce que tu as des sens et tu as une conscience qui permet de l'analyser. Donc si on crée un truc qui a ça et qui peut nous parler et quand on le débranche, il dit non mais attendez, ne me débranchez pas, tu vois. Ce truc-là va poser un problème à l'espèce humaine à un niveau existentiel. Et il y a deux, et je crois que je l'ai déjà dit sur ce podcast, il y a deux allées possibles. Soit on considère que ce truc-là est en fait conscient et a le même degré de privilège qu'un humain et on va devoir lui donner des droits, etc. Mais dans ce cas, ça pose un problème parce qu'il y a toujours cette idée de la ligne, c'est-à-dire c'est à quel moment que c'est le cas, tu vois. Donc on va devoir avoir des définitions. La définition, si vous essayez d'obtenir une définition du vivant, actuellement, c'est une catastrophe. Et ça va être un vrai problème à ce moment-là. Parce que du coup, on va devoir mettre une ligne à partir de laquelle ce qu'on aura créé est considéré comme conscient et ayant des droits, etc. Soit, la deuxième allée possible, c'est qu'on va devoir comprendre que l'humain lui-même n'a rien de spécial et est un tas de circuits connectés très complexes dont émerge un truc que nous appelons la conscience et l'âme, etc. Ouais, mais est-ce que tu dates un robot? C'est ça la question en fait. Bah, ça dépendra l'évolution culturelle qui se passe autour de ça. Si on est dans un cadre où le robot il a un bouton et que je peux l'éteindre, je pense qu'il y a mais qu'il a quand même une conscience, je pense qu'il y a un problème éthique parce qu'il y a une asymétrie des rapports complètement catastrophique en fait. Ah ouais. Bah ouais. Parce que moi j'ai dit je date pas un robot et ils ont dit que j'étais robophobe et que j'étais réactionnaire. Non mais toi si t'aimes pas les robots, tu peux pas date un robot genre. Quoi? Non, ils ont dit que je suis raciste des robots si je. Attends, mais du coup, quel est l'avis de ces gens sur les préférences sexuelles par exemple? Attends. Ah là là. Ah. Non, ok. Après, les gens ils ont dit j'étais anti sextoy. Si je suis contre les robots sexuels. Mais ça a aucun rapport. Attends, quoi? Mais du coup, ça a aucun rapport. Mais attends, mais là, tu parlais pas de robots sexuels. Attends. Non, attends. Tu parlais pas de robots. Ah non. Non, je dis c'est un autre sujet. On parlait pas de robots sexuels, là, on parlait de vrais, genre, êtres sentients qui parlaient avec nous et tout, quoi. Ils m'ont dit, ouais, non, je change de sujet. Ils m'ont dit, si t'es contre le robot dans la vidéo de Cyrus North, t'as vu la vidéo de Cyrus North? Non, j'ai pas vu ça. Ok, en gros, tu m'en as parlé, je crois. Ouais, il a acheté un des. Tu me parles souvent de robots sexuels, c'est bizarre, non? Non, c'est normal. Cyrus North, du coup, il a acheté un robot sexuel dernier cri, je sais pas, un truc qui est sorti, c'était il y a 1 an, un truc comme ça. Il a fait une vidéo. Moi, j'ai trouvé. Il y avait un code promo. Il y avait un code promo dans le. Je crois pas, non, mais vibe bizarre dans la vidéo. Et cette vidéo est sponsorisée par Robot Sextoy, si vous voulez vous aussi. Et là, le truc est juste doté d'un truc hyper rudimentaire, genre qui reconnaît ta voix et qui te répond, tu vois, type Siri, mais ça va pas bien plus loin que ça. C'est pas même pas un LLM ou, enfin quoi qu'il y a peut-être un réseau de neurones, mais c'est pas au niveau d'intelligence de ChatGPT techniquement. Et du coup, les gens m'ont dit, si je suis contre ça, ce robot-là, c'est un autre sujet. Ouais. Je suis anti-sextoy et je suis pas d'accord en fait. Moi, je trouve j'ai le droit de trouver. Moi, je suis pas d'accord, ouais. Parce qu'en fait,
Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un des deux dont le but est d'émuler un rapport social. De remplacer un rapport social. Alors que l'autre est là pour créer des sensations sexuelles. Stimuler. Donc je pense que c'est ça la différence. Et donc oui, tu peux trouver cringe que la personne essaye d'émuler des relations sociales au lieu de prendre part à la société et d'essayer de trouver ses relations sociales dans la société, quoi. Après, je pense pas que les deux sont liés, ouais. Je pense qu'il y a une différence, ouais. Mais toi, tu penses que si on arrivait à ce stade où on a la conscience beaucoup plus développée et c'était dans un robot... Mais là, on parle dans du très 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 long terme. Hein. Ah ouais, non, mais je te dis dans 1000 ans, quoi. Et là, ça serait pas bizarre qu'un humain ait une relation sexuelle avec un robot? Bah, il y aurait eu la guerre d'indépendance des robots et ça y est, ils seraient indépendants. Et ce seraient des êtres comme les autres qui vivent parmi des citoyens. Dans ce cadre-là, bah oui, c'est des individus, quoi. Comme les autres, donc... Peut-être dans ce cadre-là, ok, peut-être. Mais je pense que c'est pas vers là qu'évoluera la société. Je pense que si jamais on arrive à ce stade de découverte-là, je pense qu'on n'ira pas vers le fait que les robots deviendront des individus qui vivront parmi les humains. Bon, je pense qu'on ira juste vers un effondrement de l'individualité telle qu'on l'entend actuellement. Ah, t'es toujours avec nous? Ouais. Ça a coupé un peu, non? Je t'entends. Ah, c'est revenu. Ouais, je pense que moi mon hypothèse, c'est qu'on ira plutôt vers... Ah, mais en fait, du coup, le fait d'être un individu n'a aucun sens. Parce que regarde, là, on peut juste créer un individu et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on crée plein d'individus? Est-ce que les individus eux-mêmes se recréent? Genre, je pense que ça a plus de chances de faire un énorme questionnement sur le concept d'ego dans la société et que ça va pas faire apparaître des individus robots, mais que ça va plutôt faire apparaître un concept de sortir de ce carcan là, quoi. Ok, ego death. Bah, une fois que t'as montré que c'est juste que ça peut juste être reproduit, je pense qu'à ce stade les gens vont dire ouais, c'est un peu cheap du coup. Et ils vont peut-être chercher les autres expériences de la vie qui sont peut-être plus enrichissantes, qui seraient juste du coup pas l'expérience individuelle. Mais ça, là, on parle dans plusieurs centaines d'années, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Très intéressant, en tout cas. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que de toute façon, ces robots-là, ils vont, genre, ils deviennent indépendants, qu'on leur reconnaît une conscience, etc., ils vont plus être contrôlés par les humains à ce stade. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que ces robots-là n'utilisent pas toute leur capacité possible, c'est-à-dire tout ce qui est offert par la technologie, parce que eux pourraient se modifier, s'améliorer, etc., beaucoup plus facilement que les humains, qui eux-mêmes peut-être auraient des améliorations à ce stade de l'humanité, c'est-à-dire pourraient s'améliorer aussi. Et à ce stade, je vois pas pourquoi il y aurait pas un énorme, au lieu que ce soit juste des individus, qui auraient pas une communication permanente entre tous les... D'ailleurs, je crois que c'est ça la fin de Her. Je crois que c'est un hive mind et il y a juste plein d'itérations. On spoil pas. Je suis en train de... en fait, t'es en train de faire je suis juste en train de spoiler. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce que les robots, une fois que ça y est, les humains ont dit ah ouais, du coup on va pas vous détruire et tout, pourquoi ils diraient non, mais du coup je vais pas activer mon wifi et je vais faire en sorte d'attendre que chaque humain me parle pour pouvoir leur répondre. Non, je pense qu'ils diraient ah, je peux juste, genre comme toi quand t'es devant un ordi, tu dis ah, je peux aller sur un forum, je peux aller sur un truc, tu vois, ils vont juste se connecter tous entre eux et les gens pourront vibe sur le mind web. Ouais, après, quand on se rapproche de ce stade-là de développement technologique, c'est là où je redeviens d'accord avec Maxime Fourne de Posia sur le dépassement de l'intelligence et l'emballement dans les compétences de ces IA-là, quoi. Ouais, on serait dans les genre 500 ans, dans 1000 ans, je sais même pas. Parce que je suis désolé, mais tous les films de SF du deuxième moitié du XXe siècle, toutes les dystopies imaginables, même moi, je pense... etc. On est juste en train de le faire, en fait. On est juste en train de dire oui, on reste dans le capitalisme, on laisse 147 personnes milliardaires en France tout contrôler. On laisse Elon Musk acheter les élections, devenir un ministre de Trump ouvertement. Le gouvernement américain, c'est juste un gouvernement de milliardaires. C'est littéralement genre 5 milliardaires dans un trench coat, le pays, quoi.
Donc on est juste en train d'appliquer ça, on est juste en train de faire la pire timeline, la pire dystopie que tous les trucs de SF, romans, livres, films, etc. nous ont dit il faut pas faire ça, on est en train de le faire. Donc moi je dis, sur l'IA, ça va être pareil, on va être dans iRobot. D'ailleurs, il faut qu'on se fasse la soirée iRobot full second degré. Mais est-ce que, du coup, est-ce que ce serait pas un univers là dont on parle là, où les humains seraient à peu près l'équivalent de un animal de compagnie en fait pour des Et robots. c'est là que je redeviens réactionnaire des robots. Genre tu vas être dans une maison comme ça, tu vas te balader, tu vois. Tu vas dire ah, j'ai rien à faire, c'est nul. Et là il y aura genre une console de jeu, tu dis ah yes, je vais pouvoir jouer à un jeu et tout. Et là t'as le robot qui arrive dans la maison et qui dit ah il est mignon, il joue à son petit jeu, c'est marrant. Toi aussi t'as un humain, non? Il s'appelle Après, comment moi, le tien? Après moi je suis déjà ça, mais pour l'algo YouTube en vrai. L'algo YouTube il me regarde et il dit oh regarde c'est mignon, il va aimer cette, Je pense que cette vidéo ouais, de chat. le point de vue le plus optimiste sur le long terme des robots et tout, c'est qu'on soit, on soit leur animal de compagnie. Moi je suis chaud. Hein. En vrai moi je suis prêt à accepter. En fait, si dans le cas où j'accepte pas je suis réactionnaire, moi je suis prêt à accepter. Allez. Argument par la conséquence. Achetez Fallacy Quiz. Oui, bah d'ailleurs, est-ce qu'on parlerait pas un peu de nos projets respectifs sur lesquels on travaille activement? Toi, parle de ton projet. Moi, je sais pas si j'ai envie de parler de mon projet. Parce que toi, il est cool et il sort bientôt. Ouais. Vas-y. Donc moi, je travaille sur un jeu qui s'appelle Fallacy Quiz, qui est un jeu qui est juste en fait un quiz dont le but c'est de savoir si oui ou non, dans les questions qu'on vous montre, il y a un sophisme. Et quel est ce sophisme, ce raisonnement fallacieux, si vous voulez, un raisonnement invalide, etc. Et donc, il est presque prêt depuis 4 mois. Dis pas ça. Il va sortir là, début décembre, tu l'as dit. Mais en fait, là, aujourd'hui, j'ai terminé un mode ultra difficile, qui sera un mode caché. Je vous dirai à vous en exclusivité comment l'obtenir dans le jeu. Mais ça, ouais, En vrai, c'est grâce à moi qu'il est dedans, les gens. Remerciez-moi pour le mode extrême parce que c'est moi qui l'ai demandé et c'est pour moi qu'il l'a fait. Ouais. Ok. Mais rends le plus dur encore parce que c'est encore trop facile, mec. Ouais, je vais accélérer le. J'en peux plus. C'est dur pour moi là. Il faut que t'aies. En fait, moi j'ai dit, il faut que je puisse taper le nom du sophisme. Non, il y aura pas ça. 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 Je ferai une modification du jeu. Je t'attaquerai en justice. Écoute, j'ai mon avocat. T'auras le tien. Ah d'ailleurs, en parlant d'attaque en justice, il y a un streamer qui streamait avant sa sortie avant leur sortie, les jeux de Nintendo. Ok. Et ils lui ont striké les vidéos, d'accord, en disant bah non, du coup fais pas ça. D'accord. Et le mec leur a envoyé une lettre, un mail, en leur disant écoutez, j'ai plein de comptes alt et j'ai plein de ressources et j'ai plein de gens qui me donnent les ROM, je n'arrêterai jamais de faire ce que je fais et vous pourrez rien y faire. Ok. Typical gamer de 14 ans. Ils l'ont attaqué en justice et maintenant il est ils l'ont attaqué, ils l'ont saisi chez lui, je crois. Attends, j'ai pas les détails exacts, mais ils l'ont attaqué en justice et là ils lui demandent des sommes folles pour chaque infraction. Je crois qu'ils lui demandent une énorme somme et genre il s'attendait à quoi en fait? Je comprends pas trop. Non, mais il doit être super jeune, non? Souvent t'as des. Non. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il était jeune. C'est vraiment le profil du gars qui avait leak ouais, GTA. Donc Nintendo a demandé 150 000 $ pour chaque violation de son copyright. Donc chaque jeu en fait, apparemment. Et 2500 $ pour chaque acte de circonvention. Et c'est ça qui est grave.
c'est que non seulement ils demandent, donc les 150 000 $, c'est pour avoir, si j'ai bien compris, diffusé les images du jeu avant tout le monde, quoi. Donc là-dessus, ils disent, bah non, du coup, ils violent notre copyright. Par contre, ils demandent 2500 $ pour chaque violation de la circonvention de la protection du jeu. Donc pour reformuler plus simplement, quand vous achetez un jeu, il est protégé, vous pouvez pas juste le mettre sur votre ordinateur et le lire comme une clé USB et sortir tous les fichiers qu'il y a dessus. Il y a une clé dessus et il y a un système anti-piratage créé par Nintendo qui leur permettent de s'assurer que il y a que vous qui pouvez y jouer sur votre console et une console officielle de Nintendo. Il y a bien sûr à chaque génération de consoles des nouvelles technologies qui permettent de rendre les trucs de plus en plus solides, mais à chaque fois c'est une fuite en avant. À chaque fois il y a des hackers qui arrivent et qui disent bah nous ça y est on a trouvé comment le débloquer, et au final c'est souvent possible à faire, même si je crois que il faut hacker la console, enfin bref c'est un truc de malade. Tout ça pour dire que là ils sont en train d'attaquer en justice pour le simple fait de enlever les documents qu'il y a sur la cartouche et les mettre en clair sur ton ordi. Pourquoi je parle de ça spécifiquement? Parce que ça semble illégal, tu vois, dans l'inconscient collectif, ça semble illégal de pirater, machin, etc. Mais ce qui est illégal dans la plupart du temps, c'est de distribuer le document une fois qu'il a été piraté. Par contre, toute la partie prendre le format que tu as acheté et le mettre sous un autre format, ça c'est une zone non illégale, voire, alors des fois ça peut être zone grise, tu vois, mais en tout cas dans la loi française et dans la loi américaine, nous avons des cas de figure pour avoir le droit d'archiver ce qu'on achète. D'accord. On paye une taxe sur le stockage qui prend en compte le fait qu'on va peut-être y mettre des données qui appartiennent à des ayants droit. Donc quand vous achetez un disque dur, il y a de l'argent qui vont aux ayants droit. Ah oui, la fameuse taxe sur les disques durs et tout, oui. Voilà. Donc là, le fait que Nintendo attaque non pas sur le fait d'avoir partagé des documents ou d'avoir téléchargé des documents sans avoir acheté la licence, ils attaquent sur le fait, sur un jeu que tu possèdes toi-même, de casser le verrou qu'il y a dessus pour ton propre usage. Ouais, donc c'est potentiellement contraire à la législation. Enfin, peut-être qu'ils vont trop loin sur le... Si jamais ils gagnent ce truc-là, ça pourrait créer un précédent assez dangereux quand même. Parce que ça pourrait créer un précédent qui rend l'archivage même de tes propres données illégal. What? Genre le fait d'acheter un Blu-ray et de dire non mais le Blu-ray il va se casser un jour, donc je vais rip le Blu-ray et garder ça dans un NAS par exemple. Ça pourrait devenir illégal parce que ça pourrait slippery slope à partir de ce précédent légal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça serait un peu tiré par les cheveux quand même. Bah, on a déjà vu ce genre de truc arriver quand même. Ouais, donc ça veut dire, attends, si j'achète un CD de musique et après enfin bon, je sais même pas si je peux encore acheter un CD de musique. Ça fait longtemps que je possède tout le lecteur. Oui, d'ailleurs, je crois en Australie, ils arrêtent la production de DVD Disney, je crois. Ouais, il l'avait pas déjà fait? Bah non, la production de DVD, le fait de vendre des DVD. Ah si, il y a quand même pas mal de régions dans le monde qui doivent encore utiliser des lecteurs. Bah, genre tu peux trouver des DVD des derniers films partout, hein, encore aujourd'hui. Et les Blu-ray aussi. Okay. Attends, les Blu-ray aussi. Quand je dis DVD, c'est support physique. Il n'y a plus de support physique en Australie. Tu ne peux plus acheter un support physique pour un film Disney en Australie. Après, est-ce que les gens utilisent les Blu-ray? Ouais. Alors, très peu de gens, mais théoriquement, si tu veux posséder le film, il n'y a pas d'autre moyen de faire. C'est bizarre quand même. Il n'y a pas de moyen.
il n'y a pas d'autre moyen de posséder le film. Si tu utilises un service, si tu utilises par exemple un service de streaming, tu dis ah mais tous les films Disney sont sur un service de streaming. Bah par exemple Disney avait enlevé Avatar de son service de streaming juste avant la sortie d'Avatar 2, si je me rappelle bien. Tu vois, donc tu ne le possèdes pas. Et en plus, tu le possèdes pas non plus parce que ton internet limite la qualité du média. Et s'ils veulent, ils peuvent à l'avenir baisser la qualité de ce qu'ils t'envoient parce que ça leur coûtera moins cher. Bah, ça, c'est le fameux enshittification. C'est le fait que les services vont devenir de moins en moins bons. Il n'y a aucune raison pour laquelle le film sera en aussi bonne qualité dans 2-3 ans sur leur service. Et aujourd'hui, si tu veux la qualité la plus proche possible de l'expérience que tu peux avoir au cinéma, par exemple, t'es obligé de prendre un support physique parce que sinon, ça va passer par la compression qui te permet de le recevoir en streaming. Même quand ils disent 4K, c'est pas parce que la résolution c'est 4K que il y a pas une compression qui est faite sur le 4K qui fait qu'au final il y a des blocs même sur du 4K parce que la compression fait que tu perds des détails. Ah bah c'est pour ça que les Blu-ray c'est 40 Go hein. Ouais. Ok. Et oui, les alors CD audio par contre je sais pas si tu peux encore les acheter. Petit détail, quand tu achètes alors parce qu'il y a des gens qui pourraient croire que tu pourrais posséder, si tu peux le posséder le film en l'achetant sur des marketplaces. Par exemple, je sais que PlayStation, tu peux acheter des films dessus. Google, Apple, TV, là. Ouais. Apple, tu peux acheter des films dessus. Et en fait, quand tu dis acheter des films dessus, non, en fait, tu n'achètes pas un film, tu achètes une licence pour avoir le droit de voir ce film, dont ton droit d'usage de cette licence dépend uniquement des contrats d'utilisation de la boîte, qui peuvent être changés après coup. Et un exemple assez simple, c'est quelqu'un qui avait demandé à Steam, qui est aussi, tu peux acheter des jeux en ligne sur Steam. Ils avaient demandé, quand je vais mourir, est-ce que je peux transférer mon catalogue de jeux à mes proches? Est-ce que dans mon héritage? Et ils ont répondu non, les jeux ne sont pas transmissibles sur le Steam. Mais non. Bah si. Oh, c'est horrible de répondre ça. Donc, est-ce que tu le possèdes quand tu peux pas le léguer? Donc ça veut dire, la licence que tu as prise, elle est rattachée à seulement toi. Enfin, c'est un contrat en fait entre la boîte et toi. Donc si le contrat il stipule que c'est que toi, et bah quand t'es mort, tu n'existes plus. Donc le contrat. Il y a même des contrats qui disent on peut l'enlever carrément. Ça veut dire que vous l'avez acheté, mais peut-être dans 5 ans on l'enlève de notre catalogue et vous n'y avez plus accès. Ouais, bah j'ai vu que récemment DICE avait avait mis fin au service en ligne de plusieurs jeux Battlefield. Ouais. C'est pas exactement le même cas de figure parce que tu peux encore jouer genre à la campagne solo et à d'autres choses, mais tu peux plus tout jouer au mode en ligne parce que les serveurs ont été fermés alors que les gens vont payer. Enfin bon, après ça c'est un truc qui arrive avec beaucoup de jeux au bout d'un moment, mais ouais, ça pose question. Hein. Ouais. Des trucs comme ça qui sont qui sont pas clairs encore avec les nouvelles technologies où on sait pas vraiment comment légalement parce qu'après c'est bizarre aussi du point de vue de l'entreprise. Est-ce que si tu achètes un jeu qui t'est vendu avec une promesse il y a un mode en ligne, tu peux y jouer, il y a cette fonctionnalité, parce que tu as même des jeux qui sont complètement en ligne, mais si genre au bout de 20 ans du service en ligne, bah ils disent ok, il y a genre 1/10 des joueurs de ce qu'il y avait à les premières années du jeu, on va fermer les serveurs. Est-ce que légalement la loi devrait les empêcher de faire ça? Moi je trouve qu'il y a une solution très très simple à ce problème. Hein. Vas-y. Des serveurs décentralisés? En fait, non, tout simplement, quand t'achètes le jeu, il y a une promesse de l'entreprise de le supporter pendant un certain temps. C'est-à-dire, l'entreprise dit, nous vous assurons qu'ils seront supportés pendant 2 ans, par exemple. Et ça, c'est une promesse légale, tu vois. Et, c'est-à-dire que tu pourrais les attaquer en justice si au bout d'un an, ils arrêtent. Et après ça, selon moi, vu que toi, t'as acheté ce jeu-là et que tu veux pouvoir y jouer, ou selon moi ça marcherait aussi avec d'autres choses, genre des outils en ligne ou des choses comme ça. Il devrait avoir l'obligation de rendre public, open source, le code nécessaire afin de faire tourner un serveur pour faire fonctionner le jeu pour les gens. Donc si les gens veulent eux-mêmes supporter l'existence d'un serveur pour pouvoir jouer à ce jeu, ils doivent avoir la possibilité de le faire.
Ouais, en vrai, c'est une bonne solution. Donc si l'entreprise dit bah nous ça nous rapporte plus d'argent, ça y est on l'a vendu et on n'a pas envie de mettre en place un truc où on fait payer les gens pour maintenir ce truc là, on veut plus en avoir rien à faire. D'accord, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, laisser la possibilité que si les utilisateurs veulent ensemble recréer un serveur pour pouvoir y jouer, ils puissent le faire. Et là, ils font une coopérative où ils hébergent le Voilà. serveur et ils payent tous un petit peu. Et ceux qui veulent vraiment y jouer pourront y jouer. Et si personne veut y jouer, bah ok, mais c'est pas la faute de l'entreprise si tu veux plus y jouer. C'est vous êtes pas cotisé pour le maintenir, quoi. Mais votez pour nous, en fait. À chaque fois qu'il y a un problème, en fait, juste qu'il y ait une solution. Elle est là. Et, on met en place la loi demain. et tu vois, ça pousserait les entreprises à le maintenir le plus longtemps possible, parce que sinon ils sont obligés de dévoiler leur code, et ça leur pousserait aussi à faire un business model qui soit viable, parce que là, en fait, le business model, il est pas viable, il est basé sur des promesses, tu vois, il est là en mode ok, on vous donne 60€ et ça sera un jeu toute votre vie, vous pourrez y jouer. Et en fait que c'est complètement faux. On sait que si tu donnes un montant fixe, derrière tu peux pas maintenir l'existence ad vitam aeternam du truc. Ou alors ton jeu est un Ponzi scheme en fait. Tu peux pas juste avoir un jeu où c'est un one-time payment et tu joues toute ta vie. Il faut qu'il y ait des gens qui rachètent tout le temps pour le financer, ouais, c'est ça. pour financer le serveur. C'est ça, ouais. Donc ça marche que s'il y a infini gens qui continuent de l'acheter. Ouais. Donc voilà. Les boîtes, elles ont infini argent aussi, donc. Ouais. Mais c'est pas vrai ça. Les boîtes ont pas infini argent et non, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, si jamais la boîte, regarde, un cas très simple, Concorde, Concorde est sorti, qui est un jeu récent en ligne. J'adore ce jeu, je joue tous les soirs. Ils l'ont fermé au bout de 2 semaines parce que c'était pas viable. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir que dans ce cas de figure-là, il est vendu à l'achat, je crois qu'il était à 40€, je crois. Et en fait, le truc, ils ont remboursé tout le monde. Tous les gens qui avaient acheté le jeu, ils l'ont remboursé. Pourquoi ? Parce que derrière, la maintien de l'infrastructure pour pouvoir hoster ce jeu en ligne, etc., n'était pas du tout rentable, vu que... Il fallait vendre genre 100 000 copies pour que ce truc marche, quoi. C'est une catastrophe. Donc voilà. Après, peu de gens jouent à des jeux d'il y a 20 ans. Mais là, je pense que la question, c'est pas est-ce que beaucoup de gens y jouent et s'il y a très peu de gens qui jouent, on peut fermer le service. Je pense que la question, c'est pourquoi, si des gens ont acheté un jeu, ils pourraient pas, si eux veulent payer et veulent mettre les moyens, ils pourraient pas utiliser le jeu qu'ils ont acheté. Ouais. Parce que là, actuellement, moi, j'ai plein de jeux en physique. Et mes jeux en physique, je peux y jouer. Et donc, si on passe. Cette discussion me donne vraiment envie de jouer à Risk of Rain. J'ai plein de jeux en physique, et les jeux en physique, je peux y jouer. Et si on passe au numérique, et qu'au numérique, quand j'ai envie de jouer à un jeu qui était en numérique, on me dit ah non, lui, tu peux pas y jouer, c'est un jeu en numérique, et maintenant on a enlevé tous tes droits de jouer avec, et il existe même plus, et tu peux même pas le trouver sur la plateforme, tu peux pas trouver les mises à jour, le store a fermé, et qu'on me dit que je peux plus jouer à mon jeu. En fait, il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, on a perdu un droit. On a perdu on a perdu quelque chose. On a perdu de la valeur. Donc faut faire attention à ça. C'est pas parce que le truc est normalisé actuellement que c'est valide. Moi je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on perd quand on change comme ça, quand on fait une transition. Il faut faire en sorte qu'on se fasse pas avoir dans la transition. Tu vois, quand on passe du physique au numérique, il faut pas qu'on se fasse avoir. Moi c'était les e-books. Les e-books, je me disais bah c'est super. Ça va démocratiser la lecture parce que les gens vont tous pouvoir faire le gros paiement de l'appareil et après avoir des centaines de livres parce que vu qu'il n'y a pas à imprimer, déplacer, stocker des livres, on va juste pouvoir faire des documents qui sont à envoyer et à télécharger et on va pouvoir payer uniquement l'auteur, boum, et c'est uniquement le prix de l'auteur qui sera payé. Et c'est pas du tout ça qui s'est passé. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un livre, c'est quasiment le prix du papier. Ouais. C'est vrai, j'étais surpris. J'ai offert un e-book à quelqu'un de proche. Il y a des e-books à 15€. Et ouais, c'est. Ouais. Les jeux sur Switch, par exemple, tu vas en magasin, tu prends un jeu. Là, regarde.
prends un jeu, ok? Vas-y. J'ai ma Switch aussi. Vas-y, on joue là, c'est ça? Je prends un jeu. Attends. Cette boîte là, je suis allé dans un magasin et vu que le magasin c'était un produit d'appel, je l'ai eu à 50 €, je crois. Il est en et pour ça, et donc ça a été stocké, déplacé, envoyé. Il y a du plastique, il y a une cover derrière qui est imprimée, etc. Il y a une cartouche avec littéralement une carte, c'est littéralement une carte mémoire de au moins 20 gigas, d'accord? Et c'est le même prix en numérique? Non, c'est pas le même prix. En numérique, c'est 70 €. Parce que c'est vendu par Nintendo. Nintendo dit non, notre jeu est à 70 €, on le vend à 70 €. Et c'est le prix conseillé pour les magasins. Et c'est les magasins qui font des remises dessus. Mais Nintendo est sur leur store en disant non, si vous le voulez en numérique, nous on vous le vend à 70 €. Parce que c'est le prix du jeu. Et je suis là en mode, mais attends, mais combien ils gagnent là-dessus? Et combien ils gagnent sur le... Parce que sur le truc à 70 €, ils gagnent 65 € quoi. 68 peut-être, tu vois. Là-dessus, ils gagnent peut-être 30, je sais pas. Après, tu peux pas le calculer parce que ça dépend de comment t'as amorti non, mais c'est juste pour le développer. C'est juste pour dire que moi, j'aimerais bien être dans une utopie dans laquelle on possède vraiment les jeux qu'on achète numériquement et dans laquelle on arrête de fabriquer des tonnes de plastique, de papier, tous les livres, qu'on arrête de fabriquer tout ça parce que ça ne sert absolument à rien. Sauf il y a un petit tu vois, il y aura un petit truc du vinyle genre regarde, faut que ça existe encore. mais comme le vinyle, tu vois, genre regarde, c'est un vrai livre, regarde machin. Mais si demain ton livre en fait c'est 1 € que tu donnes directement à l'auteur et c'est fini et qu'on arrête tous les man in the middle, etc. Je pense que le concept du livre papier, ça y est, ça serait sympa, genre ce serait un bel objet, tu vois. Mais ce serait pas le truc que tu utiliserais pour lire. De toute façon, moi, ça me concerne pas, j'ai jamais lu un seul livre, donc... Mais de la même manière pour les jeux, tu vois. Mais là, aujourd'hui, l'arrivée du numérique dans tout ce qu'on achète, c'est plus un danger qu'une amélioration. Parce qu'il n'y a pas les régulations en place pour pouvoir nous garantir les droits. Là, je peux te le prêter, celui-là. En gros, t'es en train de dire pour faire des NFT. Je peux te le prêter, celui-là. Propriété numérique. Je peux le vendre. Je peux aller en magasin et actuellement en tirer 40 €. Si je l'avais acheté à 70 € sur la console, je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas le transmettre. Je ne peux pas le prêter. C'est super différent. Donc faut faire attention parce que c'est en train de disparaître. Sony a sorti la PS5 Pro et par défaut la console n'a pas de disque. Elle coûte 800 € je crois. Et par défaut elle n'a pas de disque. Tu dois acheter de lecteur de disque. Tu dois acheter le lecteur de disque séparément et le mettre sur la... Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils adoreraient que tous les joueurs achètent juste en numérique. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus le produit là, comme ça, il y a plein de choses qui garantissent actuellement qui n'auront plus à garantir puisqu'il n'y aura plus l'équivalent et tu ne pourras plus dire ah non je vais pas l'acheter en numérique parce que c'est horrible. Je vais l'acheter en physique. Il y aura plus cette possibilité parce qu'il y aura plus le physique. Il n'y a plus de marché de l'occasion, il n'y a plus de prêter avec tes potes. C'est ça en gros. C'est ça. Le marché de l'occasion n'existe plus. Il y aurait plus de marché de l'occasion. Et je me rappelle à l'époque, la première console à avoir fait ça, c'est encore Sony qui avait sorti la PS Go, qui était une console sans, tu ne pouvais pas mettre de carte dedans. Et je me rappelle que les magasins de jeux vidéo avaient refusé de la mettre en vente. Moi, bah oui, parce qu'ils disaient, bah oui, mais nous on n'existe plus si on la vend cette console. En vrai, c'est stylé. Ça veut dire qu'en fait, avoir des magasins de jeux vidéo physiques, c'est un contre-pouvoir. Non, parce que là, ils vendent la PS5 Pro maintenant. Non, mais tu vois, c'était le premier pied dans la porte, tu vois. Elle a fail. Parce que à cette époque-là, les gens voyaient qu'il y avait un problème, mais aujourd'hui, ça se normalise. Les gens disent oui, mais c'est mieux quand même en numérique parce que t'as tout sur la console directement, t'as pas besoin d'aller chercher le disque, etc. Et malheureusement, tu vois pas tous les autres problèmes qu'il y a avec, quoi. En tout cas, moi, je suis plus convaincu d'acheter la Switch 2 qui va sortir que la PS5. Hein. Mais c'est pareil pour... Oui, mais ça, on peut en parler la prochaine fois. Ouais, pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode. On fera un épisode sur
recommandation ou non recommandation pour les cadeaux de Noël. Moi j'ai envie de faire ça. Ou j'ai des trucs à dire là-dessus. Ça peut être marrant. Parce qu'on avait fait un truc sur les cadeaux de Noël la dernière fois. D'ailleurs j'ai toujours ta paire de chaussettes que tu m'avais offerte. Ah, elle est bien, hein. C'est techniquement ma meilleure paire de chaussettes. J'aurais été sûr, je t'ai dit ça va être ta paire de chaussettes, je te l'ai promis. Je suis trop content. Vaut mieux attendre la version physique de Fallacy Quiz du coup. Alors, Fallacy Quiz n'a pas de DRM. Là, je propose une version de Fallacy Quiz sans DRM. Donc théoriquement, il y a beaucoup moins de tous les effets pervers dont je vous ai parlé là. Puisque vous pouvez faut pas trop en parler. Faut pas forcément trop en parler. Mais vous pouvez la stocker du coup vous pouvez stocker le jeu sur votre ordi et vous pouvez vous pouvez le jouer sur n'importe quel de vos appareils qui peut le faire tourner. ça c'est encore un challenge. Ça on en parle pas non plus. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pas trop évoquer. Non, ça va. Mais franchement, une version physique de Fallacy Quiz, ça voudrait dire que le projet a trop bien marché. Imagine une boîte comme ça avec juste Fallacy Quiz, avec la petite cartouche. Oh, ce serait incroyable. Ça voudrait dire que le jeu a cartonné. Bah, il va cartonner, hein. Et Attends, on va tout faire pour. On va tout faire pour. On va tout faire pour. De toute façon, on le verra quand ça va sortir. On fera tout un truc. Bon. Regardons s'il y a eu des petites questions. Alors, il est encore temps de faire des petites questions. Posez des questions, les gens, pour le segment. Bon. Il n'y en a pas eu encore. Je crois que tu avais lu tout Kropotkin. J'ai à la fois lu tous les livres et aucun livre. C'est une superposition d'état. On est au stade quantique. Merci pour tous les gens qui suivent sur la chaîne. Il y a eu pas mal de gens qui ont follow là. Ça follow un petit peu le Twitch là. Ouais. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur le rendez-nous lui-même parce que du coup vous allez pouvoir voir d'autres épisodes. Est-ce qu'on recommande d'aller voir les anciens épisodes? Je suis pas sûr. Hein. Je pense à partir, je sais pas, il y a un épisode à partir duquel quand même c'est devenu plutôt cool, mais je crois que c'est quoi, genre épisode 10. Je crois les 10 premiers, faut pas forcément aller les revoir. Sauf pour le côté hilarant de la performance. Voilà. L'épisode donc, 1 est quand même excellent. N'hésitez pas à nous poser des questions en tout cas pour si c'est pas pour aujourd'hui, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à poser des questions, comme ça on aura un segment questions-réponses. Et sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les gens. Ciao.